Bonjour, je m'appelle Hélène Joly, je suis chercheure au CIRAD dans une unité de recherche qui s'appelle AGAP, Amélioration génétique et adaptation des plantes, et je suis ravie de pouvoir échanger avec vous autour de génétique et agroécologie. Je m'intéresse moi-même à l'évolution des plantes cultivées, et donc c'est un champ de recherche qui s'articule et qui interroge bien l'agroécologie. Je ne vais pas maintenant revenir sur la définition de l'agroécologie, vous en saurez bien plus avec l'exposé de M. Stassard, mais tout de même, je voulais souligner que je me positionne aussi dans une acception très intégrée de ce terme, qui intègre à la fois une évolution des pratiques scientifiques, une évolution des pratiques peut-être agronomiques, et aussi c'est un mouvement politique qui a une vision sur ce qu'on peut faire de l'agriculture et du monde. Ensuite, je voudrais, avant de rentrer dans les liens entre l'agriculture et la génétique dans cet exposé, revenir un peu sur la génétique, ses définitions et son évolution récente. Et puis, on pourra évoquer ensuite ces différents champs d'application et finalement voir comment elle interagit avec les différentes d'autres disciplines scientifiques dans le contexte de l'agroécologie et ce que ça implique comme évolution de pratiques de recherche. Donc d'une part, juste pour rappeler que la génétique, c'est une discipline scientifique qui s'intéresse à l'hérédité. Elle s'intéresse à la part héritable de la variation des caractères et puis aussi aux mécanismes de transmission de ces caractères, et ça à différentes échelles du vivant. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux communautés végétales et animales, et aussi aux interactions entre ces communautés, comment elles évoluent et comment les caractères de ces communautés évoluent. Ensuite, on s'intéresse de manière plus ciblée souvent aux populations, c'est-à-dire à l'intérieur d'une espèce, comment est-ce que se passe l'évolution et la transmission des caractères dans ces populations. Ensuite, au niveau d'un individu, comment chaque individu va transmettre ou pas certains de ses caractères, quelle est la part qu'il peut transmettre et quelle est la part qui est liée à l'environnement. Ensuite, au niveau cellulaire, quels sont les mécanismes biochimiques qui affectent la transmission des gènes. Et ensuite, au niveau carrément des gènes en tant que tels eux-mêmes, comment ils sont régulés, comment ils sont transmis, comment ils se modifient au fil de l'évolution. Donc le deuxième point que je voulais évoquer en forme d'introduction, c'est que la génétique, c'est une discipline qui a beaucoup évolué ces dernières 50 années. On a fait beaucoup de progrès sur la connaissance des mécanismes biologiques et biochimiques de la transmission des caractères, mais du coup, c'est une discipline qui s'est un peu diversifiée. Donc il y a des gens qui se sont plus spécialisés dans les aspects de génétique des populations pour comprendre comment les caractères se transmettent dans les populations d'une génération à l'autre, quelle est la part qui est transmise par les gènes, quelle est la part qui est environnementale. La génétique quantitative aussi participe de cette réflexion. D'une manière générale, la génétique population s'est plutôt intéressée à des caractères simples, alors que la génétique quantitative s'intéresse à des caractères qui ont une variation quantitative continue. Et puis la génétique moléculaire, qui là est une discipline qu'il faut bien cibler et ne pas confondre avec les outils, c'est-à-dire c'est une discipline qui s'intéresse aux mécanismes moléculaires de l'évolution du génome et de l'évolution du coup des traits qui sont portés par les gènes concernés. Mais on voit aussi qu'il y a des outils qui ont été développés, les marqueurs moléculaires, et que ces marqueurs-là peuvent être utilisés en génétique, mais ils peuvent aussi être utilisés dans d'autres disciplines, comme par exemple en écologie, quand on utilise des marqueurs moléculaires pour évaluer les distances de dispersion de certaines espèces, par exemple. Voilà, donc ça donne un panorama des différentes facettes de la génétique, et puis ces différentes facettes, en fait, ont différents champs d'application. Donc un champ qui remonte à longtemps et qui permet de brasser un espace temporel grand, c'est tout ce qui touche à l'évolution du monde vivant, avec au démarrage donc l'absence de pression liée aux sociétés humaines, et puis la domestication, où en surimpression aux phénomènes environnementaux, se sont imposées des pressions de sélection qui sont liées aux intérêts que les humains ont apportés à certaines plantes et aux usages qu'ils en ont fait. Cette évolution-là a, d'une certaine manière, réduit
en partie la diversité des plantes cultivées et a soulevé un certain nombre de questions sur comment est-ce qu'on va préserver la diversité et comment on va gérer à la fois ex situ dans les banques de semences et in situ dans les champs des agriculteurs, avec les agriculteurs, la diversité des plantes cultivées, tant entre la diversité des variétés, que aussi la diversité qu'on peut trouver des fois à l'intérieur de certaines variétés. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment la prise en compte de l'agroécologie s'articule dans ces différents champs d'application de la génétique que sont donc l'évolution et en particulier la domestication des plantes, la sélection et l'amélioration génétique, et puis tout ce qui touche à la gestion des ressources génétiques. Donc pour ce faire, nous devions être trois, avec Timothée Flutre ici présent, et puis Anna Chahir, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais je pourrais vous exposer quelques éléments de ce qu'elle voulait dire. Et on va donc s'intéresser dans un premier temps à la domestication. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés sur la domestication, que ce soit des plantes ou des animaux depuis de nombreuses années. Sur les plantes, les choses se sont souvent focalisées sur les céréales, où on a pu mettre en évidence des syndromes de domestication, c'est-à-dire un ensemble de caractères qui différencient les plantes cultivées de leurs ancêtres spontanés. Mais il y a aussi un certain nombre de plantes pour lesquelles la différence morphologique n'est pas toujours aussi claire et où finalement les processus anciens et les processus actuels ne sont pas non plus aussi disjoints que ce qu'on pourrait penser. Par exemple, pour les ignames, qui sont des tubercules, on a des processus actuels qu'on appelle ennoblissement, qui consistent à prendre des tubercules en forêt dans les milieux naturels, en Afrique, et à les installer en champ et à les cultiver pendant plusieurs années avec des reproductions végétatives. Et alors, suite à ce contexte-là, dans certains cas, les agriculteurs éliminent les tubercules parce qu'ils ne sont pas du tout intéressants, ou alors ils les préservent. Et si les tubercules sont intéressants et ressemblent à des variétés qu'ils connaissent, ils leur donnent le nom et ils les intègrent dans la variété considérée. Dans ces cas-là, ça a des impacts évidemment sur la structure génétique et contrairement à ce qu'on pourrait penser du coup que les variétés sont très homogènes parce que ce sont des variétés avec des multiplications végétatives clonales, eh bien en fait on se trouve avec des variétés qui sont polyclonales et qui sont assez diversifiées. C'est une manière, dans un système paysan, toujours en œuvre maintenant, de maintenir une certaine diversité, même si on a un matériel, une espèce qui se multiplie sur le plan végétatif. Parce que entre ces périodes de domestication qui sont toujours en cours pour certaines espèces aujourd'hui à la surface du globe et l'amélioration génétique telle qu'elle s'est développée les 100, 200 dernières années, il y a des grandes différences et pour ça je vais laisser la parole à Tim. C'est vrai que l'une des grandes différences qui a commencé il y a peut-être 150 ans, c'est la mise en place de croisements contrôlés. C'est-à-dire que le but, c'est d'essayer de combiner au sein de la même variété des caractéristiques désirables par l'agriculteur et de le faire le plus rapidement possible en le plus petit nombre de générations possible. Et donc, la mise en place de cette technique des croisements contrôlés, petit à petit, elle a, donc selon les espèces, qu'elles soient par exemple annuelles ou pérennes, qu'elles soient autogames ou allogames, etc., la mise en place donc, de programmes de sélection à l'aide de croisements contrôlés a également abouti à la centralisation de l'activité de sélection. Et donc on a eu l'émergence de métiers de sélectionneurs de plus en plus spécialisés et également la privatisation des variétés sélectionnées à la suite de croisements contrôlés. Et donc ça, c'est allé de pair avec une réglementation qui s'est mise en place pour protéger les obtenteurs, notamment par des droits de propriété intellectuelle ad hoc spécifiques des variétés de plantes. Donc, alors bien sûr, depuis les années 80, l'amélioration génétique a de plus en plus utilisé des marqueurs génétiques. Donc on a commencé par un petit nombre de marqueurs. Maintenant, sur de plus en plus d'espèces, on est capable d'acquérir des marqueurs très denses sur tout le génome.
Et donc, forcément, l'introduction d'une technologie de ce type-là, elle a comme conséquence déjà de déconnecter encore plus les spécialistes de la sélection, les sélectionneurs, les obtenteurs et les agriculteurs, qui vont être cantonnés à la plupart du temps, un rôle de production donc pour la récolte. Et l'introduction de ces technologies génomiques également a un impact sur les droits de propriété intellectuelle, car les droits ad hoc spécifiques des variétés sont maintenant en compétition avec le droit des brevets, qui vient un peu du monde des biotechnologies. Donc, dans ce contexte-là, qui est un contexte assez spécifique des pays dits du Nord, en Europe, en Amérique du Nord, etc., en Australie, dans ce contexte, la démarche agroécologique, elle pousse déjà à faire évoluer cette activité de sélection. Donc tout d'abord en repensant l'objet de la sélection. Donc c'est plus uniquement la variété, voire même uniquement le gène qu'on sélectionne, mais en mettant l'accent sur la sélection de populations avec de la diversité au sein de ces populations, et donc qui est une pratique qui a toujours cours, notamment dans les pays du Sud. Ça pose un problème direct dans le sens que sélectionner des populations ne permet pas, dans la réglementation actuelle, par exemple en France, d'avoir des droits de propriété intellectuelle sur ces populations. Donc on a directement un conflit. De manière plus générale, la diversité génétique étant au fondement de toute activité agricole, la démarche d'agroécologie amène à élargir la diversité utilisée pour la production, non seulement donc prendre en compte la diversité intra-espèce dans le contexte de production, mais également la diversité interespèce. Et donc là, amène toute la réflexion sur les interactions écologiques qu'il y a entre variétés d'une même espèce ou bien entre espèces, et donc comment faire une sélection performante, efficace dans ce contexte-là. Et bien évidemment, la démarche agroécologique s'accompagne également de réflexion sur tous les aspects sociaux de la sélection. Et donc, non seulement elle invite à redéfinir les collaborations entre acteurs et particulièrement donc, à faire cohabiter une diversité de pratiques entre les agriculteurs qui peuvent faire à la fois de la production et de la sélection, des acteurs qui vont être des sélectionneurs qui vont être spécialisés dans la sélection et les instituts de recherche qui vont s'intéresser un peu soit à certains aspects, soit à un faisceau d'aspects de cette activité de sélection. D'accord. Et alors, ce qu'on doit rappeler aussi, c'est que dans cette phase de renforcement de la sélection, on a abouti, dans une grande partie de l'agriculture occidentale, à des systèmes très contraints et avec une très faible diversité variétale et une très faible diversité génétique. Donc, du coup, en contrepartie, ça a posé la question des ressources génétiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conservait cette diversité puisqu'elle n'était plus dans les champs. Comment on faisait? Donc, il y a eu des grands programmes menés par la FAO de collection de ressources génétiques à travers le monde pour récolter la diversité des blés, des maïs, des haricots, des sorgho, de toutes sortes d'espèces à travers la planète. Mais on s'est quand même relativement rapidement rendu compte de deux choses. D'abord, un aspect biologique, qui est que quand les lots de semences sont enfermés dans des banques, eh bien, ils n'évoluent plus avec l'ensemble des pathogènes et des conditions environnementales qui, elles, évoluent par contre. Et puis, d'autre part, ça coûte très cher de maintenir toutes ces collections. Et donc, on s'est retourné vers le problème de savoir dans quelle mesure on pouvait aussi faire des aspects de conservation in situ, soit pour conserver des variétés, soit pour conserver du matériel spontané apparenté aux plantes cultivées dans des environnements naturels ou dans des environnements
peu anthropisés, soit aussi dans les fermes pour maintenir et préserver l'ensemble des diversités, de certaines espèces. Et donc finalement, aussi par ce bout-là, on revient à l'idée que dans les champs, il peut y avoir à la fois de la conservation, de la production et de la sélection ou de l'amélioration génétique. Et c'est une des grandes questions qui se pose aujourd'hui dans le champ de l'agroécologie. Finalement, un bon nombre d'agriculteurs, en particulier en Afrique, mais dans d'autres pays aussi sur la planète, continuent à être à la fois des conservateurs de diversité, des producteurs de nouvelles variétés et des producteurs d'alimentation. Une partie des agriculteurs en Europe, et en particulier par exemple en France, le réseau des semences paysannes revendique de reconquérir ce droit-là, commence à s'articuler avec l'évolution et la nécessité d'une agriculture qui prenne en compte l'agroécologie. C'est ça un petit peu les questions que la génétique peut aider à aborder. Voilà, donc on vient de voir les différents champs d'application de la génétique. Et maintenant, on va aborder les interfaces avec différentes disciplines dans le contexte de l'agroécologie. Et vous allez voir qu'en fait, la génétique interagit avec beaucoup d'autres disciplines dans ce contexte-là. Et au risque de vous surprendre, je vais commencer avec l'anthropologie. En fait, on peut se replacer dans un contexte, vous avez vu, avec la domestication, où à ce moment-là, les agriculteurs reproduisent leurs propres semences, et puis progressivement, avec la séparation entre l'espace de production alimentaire et l'espace de production de semences, qui s'est fait au cours des dernières années avec la mise en place de programmes d'amélioration génétique. Quand les agriculteurs gèrent leurs propres semences, on voit bien évidemment que la manière dont ils font la sélection, la manière dont ils échangent le matériel entre eux est important aussi, au-delà de leurs pratiques agronomiques au sens strict, c'est-à-dire comment ils organisent leurs champs, est-ce qu'ils mettent une variété ou plusieurs dans les champs, est-ce que les champs sont côte à côte ou est-ce que les champs sont distants. Par exemple, les Doupas, au nord du Cameroun, qui cultivent le sorgho, ont une pratique, au moment où ils veulent battre leur récolte, ils invitent des gens de différents villages, et ces personnes qui viennent les aider à battre, non seulement vont boire de la bière de sorgho, mais aussi ils ont le droit de prendre un certain nombre de semences pour leur propre usage, pour essayer dans leur champ. Et donc, on voit là d'ailleurs que c'est un système qui est souvent dit informel, mais qui est en fait socialement très formel, même s'il n'est pas marchand, et que ces agriculteurs vont pouvoir emmener de la diversité chez eux et l'essayer, et nous, ça nous aide à comprendre comment est-ce que cette diversité évolue. On voit aussi là qu'il ne s'agit pas simplement des pratiques agronomique au sens strict, mais bien de la manière globale dans laquelle la société fonctionne, et les semences sont un élément de ces échanges. Ensuite, quand aujourd'hui on veut développer dans le contexte de l'agroécologie un travail collaboratif avec des agriculteurs pour faire un programme peut-être de sélection participatif, ou avec des consommateurs pour savoir qu'est-ce qui les intéresse et qu'est-ce qu'ils aiment comme goût dans tel ou tel produit. Alors on a aussi besoin de mieux comprendre comment la société est organisée, quels sont les liens entre les différents membres de cette société pour pouvoir mieux prendre en considération ces différents points de vue dans l'élaboration des idéotypes et des programmes d'amélioration. Donc, ça nous amène aux questions de droit qui ne sont pas du tout négligeables dans ce contexte, puisque l'élaboration d'une certaine réglementation sur les semences et sur les droits de propriété intellectuelle qui a été mise en place quand certaines sociétés se sont mises à produire des variétés et à travailler pour les produits et qu'elles voulaient avoir un retour. Mais du coup, un grand nombre d'agriculteurs en Asie et en Afrique, par exemple, qui continuent à produire leurs propres semences, ce que d'ailleurs certains agriculteurs en France et en Europe revendiquent à faire de nouveau, eh bien, ils ont des difficultés parce que la manière dont ils
produisent des variétés dont ils les gèrent, est en contradiction avec ces textes. Et donc il y a des problèmes pour pouvoir donner un statut, une place à ces semences dans le contexte des droits de propriété intellectuelle. Et puis il y a un autre volet qui nous concerne au premier chef en tant que chercheurs, c'est qu'on a des bailleurs de fonds qui nous demandent de mettre l'ensemble des données que l'on produit dans nos projets à la disposition de tout le monde sur Internet, mais cela peut venir en contradiction, surtout quand on travaille avec d'autres membres de la société civile, avec d'autres textes internationaux, comme la Convention sur la diversité biologique et l'article 8J, qui insistent sur le partage juste et équitable des produits de l'utilisation des ressources génétiques et donc de ces variétés qui sont construites ensemble. Donc ces problèmes-là aussi sont tout à fait conséquents dans l'agroécologie du lien entre génétique et droit. Maintenant, je vais venir sur des questions plus biologiques, et en particulier sur les aspects de santé aux plantes, de santé des plantes et de la résistance aux maladies, où on réfléchit de plus en plus à l'aspect de gérer la résistance par l'utilisation d'une diversité variétale, une diversité des fois spécifique aussi, et donc de se placer à l'échelle de l'écologie du paysage. Donc là, on a peut-être du matériel biologique complémentaire, nouveau à identifier, construire, mais aussi je voulais attirer votre attention sur le fait qu'on ne peut pas avoir vraiment des innovations biologiques qui sont déconnectées de la situation sociale. Par exemple, si on décide effectivement, parce qu'on a des études épidémiologiques qui le montrent, que c'est plus intéressant d'avoir du blé avec un usage de plusieurs variétés, est-ce qu'il faut mieux mettre ces différentes variétés dans chaque champ, et tous les champs vont être plurivariétaux? Est-ce qu'il vaut mieux que chaque agriculteur, à l'intérieur de ces différents champs, choisisse d'avoir certains champs avec une variété et d'autres champs avec une autre? Ou alors, est-ce qu'il faut une réflexion à l'échelle du bassin de production et à ce moment-là, gérer la diversité à ce niveau-là? On voit bien que si on prend la première hypothèse, chaque agriculteur va gérer les choses à son niveau, mais que si on veut élaborer une stratégie parce qu'elle est plus efficace en termes de dynamique et d'épidémiologie à l'échelle du bassin de production, il faut aussi mettre en place des procédures, des plateformes, des espaces de concertation entre les agriculteurs pour qu'ils puissent se mettre d'accord sur qui va utiliser quelle variété au niveau de sa propre parcelle et de sa propre ferme. Voilà, d'une manière un peu plus encore pointue, disons que si on va sur la physiologie et sur l'écophysiologie fonctionnelle qui vous a été déjà présentée en tant que telle, on voit aussi là que il y a les avancées de la génétique sont tout à fait intéressantes puisqu'ils nous permettent de réfléchir la génétique de ces grandes fonctions écophysiologiques, donc de voir peut-être d'une manière plus d'une meilleure manière comment est-ce qu'on peut combiner des espèces et des variétés, et aussi comment est-ce que ces évolutions, comment ces combinaisons, on peut les prendre en compte d'une manière évolutive au niveau de la succession des cultures. Ce qui nous amène à l'agronomie d'une manière plus intégrative. Très souvent, les agronomes prennent en compte, bien sûr, la diversité des espèces. Et ça, c'est des systèmes de culture qui s'appuient sur des rotations, sur aussi des mélanges parfois d'espèces. Mais une chose qui me semble est assez peu prise en considération jusqu'à maintenant et qui demanderait à être utilisée plus en agroécologie, c'est le niveau de la diversité intraspécifique et surtout l'articulation entre les deux niveaux. Parce que l'écologie nous montre que les aspects de compétition entre espèces ne sont pas indépendants de la part de la diversité intraspécifique qu'on a prise en compte. Et donc ça, c'est vraiment tout à fait important à aborder dans l'approche de l'agroécologie. Enfin, quand on arrive au niveau des systèmes alimentaires, on ne s'intéresse plus du coup qu'à l'étape de production, mais on s'intéresse aussi
aux étapes de transformation, de commercialisation. Et donc, on s'intéresse à un ensemble d'acteurs qui, du coup, ont des choses à dire sur le produit qui va être construit en termes de nouvelles variétés. Et donc, la question va se poser pour le généticien et pour l'améliorateur en particulier, qui mettre autour de la table? Comment travailler pour identifier les nouveaux critères qui vont être importants d'intégrer dans la réflexion du schéma d'amélioration et des nouvelles variétés? Est-ce qu'on garde un certain nombre d'acteurs habituels et on fait avancer un modèle dominant, ou comment on intègre des acteurs qui peut-être aujourd'hui sont un peu marginaux, mais qui vont permettre de proposer des nouvelles manières de cultiver et des nouvelles manières de produire et peut-être aussi de consommer. Et donc ça soulève la question, bien sûr, des niches et de la transition qu'on doit mettre en œuvre quand on veut partir d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture qui s'appuie sur des principes agroécologiques. Enfin, n'oublions pas, pour revenir à des aspects un peu plus ciblés sur le plan scientifique, que quand on va essayer de travailler de cette manière, c'est-à-dire avec des acteurs différents dans des dispositifs décentralisés, on va avoir besoin de nouveaux outils de mathématiques et de statistiques. Et puis d'une manière encore un peu plus élaborée, de modélisation. Déjà, on a des difficultés pour avoir des modélisations qui intègrent la physiologie et la génétique, mais la modélisation peut servir d'outil de compréhension et de partage entre des disciplines scientifiques plus différentes, et aussi comme outil pour partager avec des acteurs de la société civile. Et enfin, il y a d'autres types de modélisation aussi qui peuvent être élaborés pour aider à la gestion de la prise de décision. Voilà, bon, écoutez, j'espère que je ne vous aurai pas trop assommé avec toutes ces différentes disciplines. En tout cas, je voulais juste finaliser avec un petit clin d'œil à Tobjanski, qui est un généticien du siècle dernier, et qui dit qu'en biologie, rien n'a de sens sauf dans le contexte de l'évolution. Et je pense que c'est important à prendre en compte en agroécologie. Quand on parle de système, généralement, en fait, on reste dans une approche spatiale. Et là, il faut aussi qu'on prenne en compte l'aspect temporel et l'aspect évolutif. Voilà. J'attends maintenant vos commentaires et vos suggestions. Et puis, je vous dis à la fin novembre à la réunion pour débattre de manière plus approfondie. Au revoir.